Bon, quel plaisir de faire une conférence masquée, mais c'est des règles. En tout cas, je remercie la FEF d'avoir maintenu cette réunion parce que peut-être que c'est ça nos futurs congrès, donc il faut qu'on commence à s'y habituer. Et en tout cas, je suis content d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler de l'alcool et je vais vous dire que vous savez, je ne vais pas en parler, mais je pense que pendant la discussion, on va en parler. Il y a une sorte de mouvement qui se fait sur de faire du syndrome métabolique et d'alcool, de dire que c'est la même maladie. Ce n'est en rien la même maladie. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter plus tard. Parce que ces malades qui vont décéder quand ils ont une obésité avec une consommation excessive d'alcool, ce n'est pas des médicaments métaboliques qui vont les faire revenir en arrière parce que votre risque de mortalité est 10 fois supérieur. Donc ça, c'est une discussion qu'il faudra probablement avoir parce qu'il faut vraiment résister à ce genre de tentation. Alors, l'alcool et le syndrome métabolique, il faut voir que la relation de l'alcool et le syndrome métabolique est assez complexe. Je vais essayer de vous la résumer autour des données qu'on a. Quand on regarde la première étude de Nanes qui regardait l'effet de l'alcool sur la survenue d'une AFLD, vous voyez que quand vous preniez votre risque relatif, le seul qui était inférieur en termes de risque était des gens qui avaient une consommation de wine, mais qui était modérée. Donc ce qui est déjà un premier point, je vais vous le montrer de manière certaine sur le plan des données, l'alcool à faible dose est associé avec une amélioration du syndrome métabolique. Ça, c'est une donnée que je vais vous montrer. Et dans cette étude, on va aller maintenant pas à pas sur les études qui ont eu lieu. Donc, vous voyez comme des études qui avaient un nombre quand même assez impressionnant de patients, 3000 invitations, 1000 individus qui ont rédigé au sujet, puisque ce ne sont pas des patients, qui ont eu une IRM pour exploration de la stéatose. Et ces patients ont été caractérisés en fonction de leur stéatose en termes de fibrose. Donc, la première élément, c'est que vous avez dans ces patients qui sont syndrome métabolique 78% qui ne sont pas buveurs excessifs et 16% qui sont buveurs moyens, puis 6% seulement qui ont une consommation de 70 grammes par jour, ce qui est toujours, je vous rappelle, une consommation qui est faible. Hein, c'est 70 grammes par jour, c'est 70 grammes par semaine, pardon, c'est 10 grammes par jour. Et quand vous regardez la prévalence de la stéatose dans cette étude, vous voyez que la stéatose augmente quand on a une consommation excessive d'alcool, et pour des raisons assez simples, puisque vous vous retrouvez avec deux facteurs stéatogènes, et il est évident que quand vous regardez la consommation d'alcool en général, vous allez avoir une augmentation de la stéatose. Je vais y revenir plus loin, mais si vous commencez à aller vraiment dans les détails, et vous commencez à caractériser votre consommation d'alcool, vous verrez que les données sont un peu moins simples, moins claires. Et dans ce papier de Dunn, ils ont fait la deuxième question, c'est est-ce que l'alcool, il y a des études qui suggèrent que l'alcool diminue la NASH, et les études qui sont en faveur de cette hypothèse sont cette fameuse étude qui est publiée par Dunn. De vous à moi, je ne suis absolument pas convaincu par ces données, mais quoi qu'il en soit, j'ai le droit de présenter les données telles qu'elles sont et après les discuter. Donc, vous voyez que là, vous êtes parti encore de cette NASH-CRN étude, 1000 patients, des biopsies chez 897. Ils ont exclu les patients qui avaient une consommation de plus de 20 grammes dans un jour simple. Ils ont inclus ces malades, pardon. Et vous avez vu qu'il y a des patients qui avaient des consommations de plus de 6 unités, c'est-à-dire un binge drinking. Et ces patients étaient étudiés. Donc, ils ont classé après les malades en non-drinker et en modest drinker. Vous voyez que les gens qui ont de l'alcool avec une consommation excessive avant, sont en général des gens qui sont avec une consommation à risque du foie, étaient classés en dehors de cette étude. Et à partir de ça, c'est là qu'il faut vraiment bien dissocier les données, parce qu'après ça, les gens font des confusions, parce que tout le monde a oublié qu'on exclut ces malades qui ont une consommation excessive. Donc vous voyez qu'ils sont restés après quoi sur les modest drinkers. Et chez ces modest drinkers, il semblerait qu'en termes de risque de stéatose, il y avait une augmentation chez les gens qui sont des modest drinkers de la stéatohépatite. Et vous voyez que quand vous regardiez en termes de stéatose seul, ils ne trouvaient pas de différence significative entre les deux groupes. Et quand vous regardiez les risques de fibrose, et c'est là que les données commencent à être très troublantes, et je vous suggère chaque fois que vous êtes sur d'études de vous dire, bon écoutez, là je m'arrête un peu parce que je ne comprends pas tout, parce que quand vous voyez après ça, en termes de distribution de la fibrose, vous voyez que le groupe modest drinker, on y reviendra plus loin, aurait des fibroses significatives dans une proportion moindre. Autrement dit, le fait d'avoir une consommation faible diminue mon risque de fibrose en termes de progression. Et là, il faudra que vous reteniez, est-ce que c'est sûr? Je n'en suis pas certain. Est-ce que c'est possible? Peut-être, parce que l'alcool à dose faible, je vais vous le montrer après, diminue le syndrome métabolique, et peut-être que dans cette zone de consommation d'alcool très faible, il y a un effet protecteur peut-être de l'alcool chez les gens qui ont une AFD. Ça, c'est des données, mais vous allez voir que, je vous montrerai un peu plus loin,
que dès que le malade installe une fibrose extensive et que vous regardez la même observation, vous allez voir que c'est associé avec la mortalité. Donc encore une fois, si un patient vient me voir, qu'il a une NAFLD et qu'il consomme très peu, est-ce que je lui dis d'arrêter? La réponse est non, si je suis sûr qu'il a pas une fibrose extensive. S'il a une fibrose extensive, je vais lui donner un message qui est un message de prévention de mortalité et en lui disant faites attention en termes de mortalité hépatique, si vous avez une fibrose extensive, toute consommation d'alcool est un risque, je vous montrerai les données un peu plus loin. Et ça, c'est l'étude de Yamamura qui regardait aussi les gens en termes de risque de CHC en fonction de la consommation d'alcool. Et vous voyez que là, brutalement, ce qu'on savait déjà, c'est que la consommation d'alcool va être associée avec une augmentation de votre risque de cancer du foie. Donc souvent que ce que vous êtes en train de regarder, vous pouvez arriver à des conclusions qui sont très différentes. Donc si vous dites à un malade, voilà, vous consommez moins d'alcool, vous protégez votre syndrome métabolique, vous êtes censé lui dire, mais je pense qu'un risque de carcinome hépatocellulaire, les études suggèrent que votre risque est plus important. Et ce papier, je vous le présente, c'est la palme du papier impensable qui est passé dans une revue, où si les reviewers avaient fait un peu de travail, ils auraient dit je refuse ce papier et je vais vous montrer pourquoi. Ce papier, ils ont classé les patients, ils ont étudié, c'est une grosse cohorte japonaise, vous avez près de 3000 malades, ça impressionne toujours beaucoup, et vous allez vers la démonstration et je vais vous donner les données qu'ils vous donnent. Et là, quand vous êtes là, vous allez vous dire, waouh, là, j'ai un problème. Et non, le reviewer aurait dû dire, je m'arrête là, j'ai un problème dans cette étude, qu'est-ce qui se passe? Dans cette étude, ils vous disent que finalement, quand vous consommez de l'alcool, vous êtes complètement protégé de la stéatose, quelle que soit votre consommation, 280 grammes. C'est-à-dire que c'est une étude qui dit finalement, l'alcool est un effet anti-stéatogène, ce qui va contre tout ce qu'on connaît depuis des années. Et je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous êtes publié dans une très bonne revue comme Geomel Pathologie que vous devez vous dire c'est la vérité. Parce que ça, c'est faux. C'est faux, je vais vous le montrer un peu plus loin. Mais je vous rappelle que si vous allez dans le passé, ça c'est les données, quels sont les types de conneries qui ont pu passer dans des grands journaux. Je vous rappelle que dans le Lancet, en 1957, il y a M. Semerskill, qui était en plus une personne extrêmement réputée, qui disait que l'alcool était accompagné par euphorie et augmentation d'hépatite. Entre nous, on n'a pas besoin d'être dans le Lancet pour savoir que c'est pour ça qu'on consomme un peu d'alcool, d'ailleurs de vous à moi. Mais il disait que les biopsies ne révélaient aucun effet de l'alcool sur les maladies du foie et que l'alcool pouvait même avoir un traitement. Ça veut dire que vous êtes dans le fait que ce n'est pas une revue scientifique, que vous ne devez pas vous mettre à critiquer l'étude. En fait, voilà où est le problème dans cette étude. Cette étude, ils auraient dû demander, alors qu'on était en population générale, regardez simplement la proportion des choses. Ça, voilà la proportion. Vous avez 25% seulement d'abstinents en population générale au Japon, c'est impossible. Hein. Je vous rappelle que juste en France, où on est quand même un pays où on consomme bien, il y a à peu près 70% des gens qui sont classés abstinents. Donc vous avez une étude de population qui vous dit j'ai 25% déjà d'abstinents. Et elle vous raconte, j'ai 20% de gens qui consomment de manière excessive, c'est absolument faux. On sait qu'en France, c'est 4 à 5%. Donc cette étude, je ne sais pas ce qu'elle a, elle a en fait étudié quasiment les gens qui avaient de l'alcool, et donc l'étude est totalement biaisée, et le reviewer aurait dû dire, écoutez, ça c'est pas de la population générale, je ne peux donc pas prendre ce papier, et en fait le papier est passé tranquillement, puisque personne n'a été regardé cette distribution. Et je vous rappelle que quand vous allez dans les grandes revues qui font les choses établies, considèrent que l'alcool est un facteur de stéatose, on considère qu'à peu près votre risque, quand vous consommez de manière excessive, vous avez un risque d'incidence de stéatose à peu près à 5 à 10 ans qui est de 30%. Et donc, ça, c'est des données que je vous présente, hein, que vous connaissez tous. Hein, c'est que plus je consomme, plus j'ai un risque de cancer, plus je consomme, plus j'ai un risque de cirrhose. Enfin, je vous rappelle que c'est exactement l'inverse que ce papier de J. Patel est en train de dire, puisque vous disiez que consommer beaucoup vous protège de la stéatose. Et vous savez que le risque de cirrhose est augmenté chez l'homme comme chez la femme en fonction de la consommation d'alcool. Donc voilà un papier que beaucoup de gens citent en permanence, qui est un papier qui est visiblement méthodologiquement totalement erroné, et parce qu'encore une fois, le reviewer n'a pas fait son travail qu'il aurait dû faire. Alors maintenant, on va parler maintenant de la consommation d'alcool sur les données qu'on a en dehors du foie. Et ça, c'est un papier du JAMA, qui est une étude merveilleuse parce que vraiment, elle nous donne des idées, parce que quand vous avez ça, vous savez à peu près que les données sont très bien. Alors, je ne sais pas si maintenant on passerait encore dans un comité d'éthique sur une telle étude. Donc, en général, c'est des étudiants qui ont accepté de participer à l'étude, qui ont été randomisés, on leur a demandé soit de boire 15 grammes par jour, un verre, puisque vous savez que l'unité aux États-Unis, c'est 12 à 15 grammes, et d'autres 30 grammes par jour. Ils ont été randomisés, d'autres qui sont restés abstinents pendant la période d'étude. Et ils ont regardé ce qui se passait, et vous voyez que c'est une démonstration qui est très claire. La consommation d'alcool diminue l'insuline. Votre taux de triglycérides diminue quand vous êtes à des consommations, j'insiste, je vous le montre un peu, faibles. Donc, incontestablement, une dose faible d'alcool, si vous vous intéressez à l'insulinorésistance, dans le cadre d'une randomisation, est associée avec une amélioration de l'insulinorésistance. Et donc, si elle est associée avec l'insulinorésistance, il faut forcément vous poser la question chaque fois que vous êtes dans l'alcool,
de quelle dose je parle? Est-ce que je parle de consommation modérée à faible ou de consommation élevée? Et vous voyez que si vous êtes maintenant dans un papier épidémiologique qui date de 88, donc c'est vraiment des données, je vous montrerai, qui sont très robustes, il montrait un effet protecteur avec des doses, comme vous voyez, qui sont quand même assez faibles. C'est des doses d'alcool qui sont en grammes. Là. Vous voyez que ça fait 15 grammes, c'est vraiment des gens qui consomment de manière modérée. Vous voyez qu'il y avait un effet protecteur. Et dans ce travail, ils regardaient toutes les données qui avaient été publiées. Donc, c'est une méta-analyse qu'ils ont fait dans un deuxième temps. Vous voyez qu'ils montraient qu'il y a un effet protecteur. En général, des études, quand on va regarder des méta-analyses, je vous suggère toujours de regarder est-ce que la plupart de vos études sont sur la droite de votre effet, c'est-à-dire que c'est un effet bénéfique qui est supposé. Vous voyez que globalement, vos études sont à droite. Il y en a très peu qui sont discordantes. Donc, vous pouvez vous dire que cette méta-analyse est probablement robuste parce que les données semblent homogènes. Et quand vous regardez la consommation donc faible ou modérée, là, encore une fois, gros effectif, toujours, il montre qu'il y a un effet qui est protecteur. Et là, vous voyez que brutalement, quand vous passez aux doses élevées, il n'y a plus d'effet protecteur de l'alcool. Donc, le deuxième point, c'est que chez nos patients qui consomment de manière excessive, ils ne vont pas avoir de prévention d'insulinorésistance parce qu'ils sont à des doses d'alcool qui deviennent probablement, où cet effet insulino-sensibilisateur de l'alcool disparaît. Et l'élément est très simple, c'est qu'en fait, vous avez de nouveau cette fameuse courbe qu'on connaît, vous savez, cette courbe en fait où vous avez des doses d'alcool qui vous font diminuer. Je vous montrerai que c'est bien documenté pour les risques cardiovasculaires et qu'au fur et à mesure que votre alcool augmente, eh bien, vous avez probablement des effets sur le pancréas qui doivent intervenir, parce que vous savez que c'est une toxicité pancréatique. Et dans tous les cas, vous avez une diminution de votre le phénomène d'insulinorésistance s'installe probablement à ces doses élevées. Alors, si on s'intéresse aux gens qui ont déjà une NAFLD et on essaie de regarder, quand on s'intéresse à ce fameux groupe de patients qui consomment très peu d'alcool, est-ce que les données sont homogènes une fois qu'on est chez un patient obèse? Je vous ai montré que précédemment, sur les doses élevées, la stéatose est augmentée. Bien, vous voyez que là, encore une fois, ils ont classé patients non-drinkers sur des gens qui consomment peu. C'est encore une fois des consommations très faibles. Une étude qui est bien faite en tout point. Et vous voyez que ce qu'elle montre, c'est que, bon, comme attendu, 2,2, on est drink per week. C'est entre guillemets, je pense que la plupart d'entre nous, on est là déjà. Je pense qu'on est à peu près à ça. C'est 1 à 2 verres par semaine. C'est quand même globalement pas beaucoup. Vous voyez que l'IMC était inférieur chez les buveurs par rapport aux non-buveurs. Ça vient de phénomène d'insulinorésistance dont je vous ai parlé. Les gens qui consomment un tout petit peu sont probablement moins insulinorésistants. Vous voyez que l'IMC, la probabilité d'être très obèse est moins importante chez ces gens qui consomment de manière faible. Encore une fois, c'est 3 verres à peu près par semaine pour ces malades-là. Et un syndrome métabolique était moins fréquent. Donc on peut dire qu'au vu de tout ce que je viens de vous montrer, les données sont convaincantes. Les doses faibles d'alcool sont associées avec une amélioration de l'insulinorésistance. Alors, maintenant, si vous consommez, vous êtes en train de conseiller quelqu'un sur l'alcool, vous ne pouvez pas ne pas vous mettre dans un monde de risque compétitif. Si vous êtes dans un monde où vous voulez regarder que le foie, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, parce que vous êtes dans des maladies qui sont avec des risques compétitifs de mortalité extra-hépatique. Et donc, on est obligé d'aller se balader dans ces données-là sur le risque compétitif. Alors, qu'en est-il sur le risque cardiovasculaire? C'est très compliqué, le risque cardiovasculaire. Je vais essayer de vous résumer un peu ce qui apparaît. Quand vous regardez les risques d'infarctus dans une population américaine, vous voyez que dans ce papier, votre risque d'atteinte cardiovasculaire, encore une fois, c'était connu. C'est bien que ce soit démontré, c'est des études qui le confirment en permanence. Votre risque cardiovasculaire, eh bien, il diminue dans des doses qui sont assez faibles par semaine. Et comme vous le savez, au bout d'un certain moment, vous repassez dans les zones de mortalité. Donc, vous pouvez vous dire à votre patient, bon, écoutez, là, en risque cardiovasculaire, si vous êtes en dose faible, vous le diminuez. J'attire votre attention que dans le même temps, vous êtes censé lui dire que son risque de carcinome hépatocellulaire augmente, puisque vous êtes avec 2 facteurs qui sont pro-oncogènes. Et le problème, c'est que si vous regardez toutes les causes de mortalité, ces doses faibles, vous perdez de l'effet, parce que vous avez un autre effet compétitif ailleurs qui fait que quand vous regardez la mortalité, alors que vous diminuez votre risque cardiovasculaire de décès par un infarctus, vous n'avez pas de diminution de votre mortalité. Autrement dit, quelque part, vous avez récupéré d'autres risques compétitifs, principalement sur le cancer. Et donc, si je suis face à un patient, je lui dirais, donc, je ne sais pas, c'est comment voulez-vous mourir? Parce que globalement, des doses faibles, ça ne va pas changer grand-chose. Mais quel est le type de mortalité que vous voulez? C'est exactement de ce dont on discute. Et évidemment, c'est comme pour les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez que ça, je vous le montrerai, en fait, la consommation d'alcool est associée avec une augmentation des effets des accidents cardiovasculaires. Le risque myocardique, comme j'ai dit, est associé avec une diminution, donc quand vous êtes à des doses faibles. Et quand vous enlevez les événements cardiovasculaires, ça ne modifie rien. Donc en fait, l'alcool dose faible protège principalement de l'infarctus sur les atteintes coronariennes.
Mais quand vous vous intéressez aux accidents cardiovasculaires, cérébraux, vous voyez que là, c'est absolument différent. Je protège de l'ischémie, de l'accident vasculaire ischémique quand je suis à des doses faibles, j'augmente mon risque d'hémorragie. Donc finalement, si vous dites à un malade, je dis toujours, ça dépend, qu'est-ce que vous leur racontez? Vous pouvez leur dire, oui, ça diminue votre risque ischémique, mais si vous êtes quelqu'un d'absolument honnête et que vous regardez toute la littérature, vous dites, mais vous pouvez faire l'AVC en saignant dans la tête. Alors je ne sais pas si c'est mieux de faire un accident ischémique ou un accident hémorragique, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais j'aimerais bien ne pas avoir les deux. Donc probablement, je ne donnerai pas de conseils par rapport à ça, parce que je dis aux patients, très honnêtement, les données ne me donnent pas d'éléments. Peut-être qu'à des doses très faibles, votre risque hémorragique est plus faible, mais vous voyez bien que le risque hémorragique décolle très vite en fonction de la consommation d'alcool. Et ce qu'on sait, et ça c'est pour ça que je vais pas à pas pour qu'on essaie d'avoir des idées claires, c'est que le risque d'athérosclérose est clairement diminué. Dans cette étude, par exemple, de 2014, vous voyez qu'ils ont classé les patients en mild et modérés. Vous voyez, c'est ce fameux malade pour lequel je dis qu'il y a une amélioration de l'insulinorésistance. Les données sont à peu près claires. Vous voyez que vous diminuez les plaques athéromateuses quand vous les mesurez en classant les gens à partir de ça. Donc sur l'athérosclérose, si on a un malade qui a des risques d'athéromatose, on peut lui dire des consommations très faibles n'augmentent pas votre risque. Mais il faut leur associer dans ce conseil en disant mais attention, il y a d'autres risques compétitifs et je dois savoir ce que vous avez. Par exemple, est-ce que ça atteint la fonction cardiaque? La réponse est non. Ça, des données sont claires aussi. Et le problème, c'est que en termes de mortalité, et vous voyez que là, alors que vous avez eu un discours qui était rassurant, ça améliore votre insulinorésistance, ça diminue votre risque cardiovasculaire, mais ça augmente le risque hémorragique au niveau cérébral, en diminuant le risque ischémique. Là, encore une fois, les choses ne sont pas si simples. Mais quand vous venez après en termes de mortalité, vous voyez que ça, c'est redoutable. Ça, c'est la mortalité est augmentée dès que les doses sont faibles. Donc vous voyez qu'on ne peut pas, et moi je suis maintenant de plus en plus scandalisé par ces données où les gens continuent d'asséner aux patients que l'alcool à dose faible protège. En fait, ça dépend de quoi on parle. Parce que oui, ça protège l'insulinorésistance, il ne faut pas avoir des discours en disant que l'alcool c'est mauvais pour tous, ça protège l'insulinorésistance, mais vous ne pouvez pas, si un malade est hyper tendu, qui prend de l'aspirine, ne pas lui dire faites attention au risque hémorragique. Donc on est obligé maintenant, dans ce monde dans lequel on va, de prendre tous ces éléments et de faire une consultation d'experts. J'espère qu'on y arrivera, parce qu'effectivement, l'analyse de ces données n'est pas si simple que ça. Et vous voyez, comme dans ce travail, que quand vous regardez la mortalité de la NAFLD, vous vous intéressez à des vrais critères. Hein. C'est-à-dire, vous dites, bon, maintenant, qui va vivre, qui va décéder? Eh bien, ceux qui consommaient même peu, eh bien, ils étaient moins bien que les gens qui étaient des non-drinkers. Et qu'est-ce qu'on en est maintenant de ces données? Vous savez, je vous rappelle ce fameux papier des pathologies de J. Patol qui devrait être vraiment, il aurait dû, moi je l'ai complètement pas vu, hein, c'est quand je fais cette revue de littérature que j'avais identifié ce papier, on aurait dû faire une lettre pour l'éditeur pour dire qu'il y a eu un problème dans le papier, vous n'auriez pas dû laisser passer avec un tel pourcentage de déséquilibre dans la population que les gens étudiaient. Alors simplement pour vous dire qu'en France, ça c'est les données de Laurent Serfati, de Constance, vous savez que c'est cette cohorte Constance qui dit qu'à 10 grammes, mais l'alcool était mal classé, c'est plus de 10 grammes, c'est-à-dire que vous emportiez tout le monde, hein, les modérés, les élevés, en tout cas c'était un facteur de stéatose. Et dans ce travail, il regardait, vous disait que si vous associez les facteurs de risque, vous aviez quasiment 75% de probabilité de consommer de l'alcool, d'avoir une stéatose. Donc on voit bien que l'alcool et la NAFLD ont un effet synergique, j'insiste, surtout chez les gens qui ont des doses modérées à élevées. Les doses faibles, comme je vous l'ai dit, probablement il y a une diminution de la stéatose, ce que cette étude n'analysait pas, parce qu'elle n'a pas pressé à reclasser les malades en fonction de leur seuil de consommation. Et quand vous allez dans les données qui ont été présentées par exemple en Angleterre, mais vous voyez que c'est monstrueux quand vous groupez tous les facteurs de risque, vous avez un facteur de risque de mortalité qui est franchement augmenté quand vous avez les trois facteurs ensemble, alcool et obésité. Le deuxième point, c'est de quoi les gens vont mourir quand ils ont par exemple un diabète. Parce que vous savez, on le sait bien que les malades qui vont à les NAFLD les plus sévères sont ceux qui sont des patients diabétiques. Toutes les études montrent de manière indépendante dans la NASH que le facteur de risque le plus important, c'est le fait que le patient soit au stade de diabète. Et là, dans cette étude qui a été faite à Paris, ils ont regardé qu'est-ce qui tuait les gens. Mais qu'est-ce qui tuait les gens, c'est l'alcool. L'obésité quasiment ne tuait pas beaucoup, puisqu'encore une fois, on en arrivait dans cet effet inverse, c'est-à-dire que quand vous avez une NAFLD, si vous consommez de l'alcool, vous explosez les compteurs. Votre maladie va aller à une vitesse effrayante, puisqu'elle va prendre la vitesse de l'alcool, sur laquelle je dis qu'en fait, quand vous êtes avec une NAFLD, je compare ça sur l'autoroute. Une voiture qui n'a pas d'obésité, le conducteur qui n'a pas d'obésité, il roule à 60. Son risque hépatique est globalement très faible. Le NAFLD pur qui n'a rien, il roule à 70-75. Il va mourir d'autre chose, mais il ne va pas mourir d'un accident lié à la vitesse.
L'alcool est déjà à 130, 140, vous mettez l'obésité, il est à 150. C'est lui qui va scratcher, d'accord? Il faut qu'on voit ça comme ça. Tant qu'on ne verra pas le monde comme ça, on dira des choses qui ne sont pas adaptées au risque des patients. Et le problème aussi, c'est que quand vous faites un conseil à un patient, si c'est une femme, vous ne pouvez pas lui dire que consommer de manière modérée, c'est rien. Moi, maintenant, je le fais tout le temps. Toutes mes patients qui ont une AFLD, je leur demande leur facteur de risque de cancer du sein. Et en fonction de ça, je leur dis, si vous avez un risque familial de cancer du sein, l'alcool est à proscrire, parce que pour toutes les raisons que je viens de vous dire, je ne suis pas sûr que ça vous protège, mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est un facteur indépendant de cancer du sein. Si vous avez un facteur familial qui est associé, on doit donner ce type de conseil, ce d'autant que si elle est en surpoids, elle a déjà un risque de cancer qui est plus élevé. Donc, le fait de boire et le fait d'avoir un surpoids est deux facteurs de risque indépendants d'avoir un cancer du sein. Et c'est évidemment, vous n'allez pas dire aux gens à ce moment-là, mais vous savez, votre insulinorésistance va être améliorée parce que finalement, si vous allez dans le détail, vous direz, mais votre risque ischémique cérébral est diminué, mais vous augmentez votre risque hémorragique. Moi, si je suis une femme, ce que je ne suis point, je suis sûr que je dirais, les gars, je ne comprends rien à votre histoire, j'arrête l'alcool, parce que déjà, je suis en surpoids et j'ai de prendre l'alcool, j'ai un risque d'augmentation de cancer du sein, ça me semble vraiment un risque trop important. En tout cas, je dois l'appréhender dans ma vie quotidienne. Et enfin, ce papier-là, c'est une merveille. C'est le papier de Villard-Gomez qui a regardé toujours cette histoire de consommation faible d'alcool, mais il s'est intéressé à des gens qui étaient F3, F4. Et vous voyez que là, les données sont redoutables. Vous ne consommez pas beaucoup, vous avez une surmortalité sur tous les facteurs de risque. Votre probabilité de survivre sans transplantation, votre risque d'un cancer de CHC est augmenté et votre augmentation de la décompensation. Donc, quand on est à un stade de fibrose extensive avec une AFLD, je trouve totalement déraisonnable que quelqu'un ait disproportion, c'est 0 g. En tout cas, si vous me demandez le risque où vous pouvez diminuer le plus votre risque, déjà hépatique, surtout si vous avez une fibrose déjà extensive, parce que ce papier ne s'est intéressé, j'insiste bien sur le fait que c'est qu'aux patients qui ont une fibrose extensive. Donc, si on conclut, oui, on peut dire que des doses modérées à faibles d'alcool, je vous rappelle que faible, c'est quand même 20 à 50 grammes par semaine, ce n'est pas des doses qui sont très importantes, diminue la stéatose et probablement le développement de NAFLD, et ça passe très certainement par l'insulinorésistance qui est améliorée, comme je vous l'ai dit. Tous ces résultats sont controversés quand vous rentrez dans les données de mortalité, comme je vous l'ai dit précédemment. Le mécanisme, c'est l'insulinorésistance qui est là, c'est des données qui sont vraiment très robustes, comme j'espère que vous avez été convaincus à la présentation des données. Le risque de consommation faible et modérée diminue le risque d'infarctus, diminue votre risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, mais je rappelle, augmente votre risque hémorragique, et je suis un patient dans tout ça, déjà je commence à me dire, je ne comprends pas très bien où je vais, donc probablement je serai très prudent sur l'alcool par rapport à ça. Et bien entendu, comme je l'ai dit, la consommation très faible est associée à une augmentation du risque du cancer, ce qui est un point d'importance, parce que je rappelle quand même que la NAFLD, c'est 40% à peu près de femmes qui sont actuellement exposées à cette maladie. En tout cas, quand on voit les patients en NAFLD en France, à peu près 40 à 50%. Donc ça veut dire que déjà, on est obligé de rentrer dans les détails sur le risque individuel du cancer du sein, ce qui, je pense, me semble le rôle qu'on aura dans les années à venir. Voilà, j'ai terminé. Merci.